Bonjour à tous, vous êtes bien dans le Swish Brunch, quatrième volet de notre rendez-vous du dimanche autour de la WNBA pour revenir ensemble sur les événements, les joueuses, les équipes marquantes de la semaine écoulée, nos coups de cœur, nos coups de gueule parfois quand il y en a, dans la meilleure ligue du monde. Ce matin, je vais bruncher en compagnie de Gis. Gis, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Très bien, avec un très très beau match, une affiche dont on va parler aussi tout à l'heure, l'affiche du dimanche entre New York et Connecticut, qui était cool à suivre, comme ce début de saison en WNBA. Avant de se pencher directement sur l'actualité des matchs et sur le terrain, je voulais qu'on parle un petit peu de l'annonce. C'est pas officiel encore, mais il y a en tout cas la liste est connue, c'est un secret de Polichinelle, la liste de Team USA pour les Jeux Olympiques. Parce que c'est toujours. Bon, on sait, on est à peu près sûr de savoir qui va remporter la médaille d'or, mais on aime bien savoir quelles joueuses vont venir en showcase à Paris pour les Jeux Olympiques. Et donc on a la liste supposée, quasiment officielle, c'est Shams Charania qui l'a dévoilée en premier. Il y a eu rapidement enfin, une surprise de la part de certains médias et de certaines personnes, peut-être un peu du grand public, sur l'absence de Caitlin Clark. Pour nous, c'est tout à fait normal, hein, on en a discuté entre nous, c'est même très bien pour elle sur le plan de la santé mentale, on va dire, tellement c'est épuisant mentalement pour elle depuis le début de la saison. Donc je vais donner la liste, et puis si tu as des réactions sur les présentes, les absentes, n'hésite pas. On a donc chez les guards Jewel Lloyd, Kelsey Plum, Jackie Young, Sabrina Ionescu, Chelsea Gray, qui est pour l'instant blessée, mais dont ils espèrent qu'elle sera de retour pour les JO, Kalea Copper, Diana Taurasi, dont on parlera peut-être après de la présence. Au niveau intérieur, Asia Wilson, Brianna Stewart, Brittany Griner, Alyssa Thomas et Nafissa Collier. J'ai oublié personne, je crois. Non, Euh, c'est bon. Quand je dis bon, pour les postes, c'est un peu fluide. Il y a des joueuses qui sont capables de jouer 1, 2, 3, 4, 5. Hein, donc c'était juste pour un ordre d'idée. Quand tu as vu la liste sortir, Gis, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé? Alors, je parle pas de Caitlin Clark parce que je pense qu'on se doutait qu'elle y serait pas, et on espérait même presque pour elle qu'elle y soit pas. Mais sur le reste, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé, qui t'ont plu, surpris? Voilà. N'hésite pas si tu as des remarques. Hmm. Deux choses. L'absence d'Ariel Atkins, Hmm. qui est pour moi très surprenante parce que elle est de toutes les compètes depuis 5 ans avec Team USA, y compris Ouais. les derniers JO. Ça m'a assez étonné. Et puis là, pour moi, enfin, après, elle revient de blessure, mais quand je vois la joueuse, je suis très étonné que Breonna Jones ne soit pas dans le groupe. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, donc c'est toujours pareil, du coup, c'est quand on regarde la liste, c'est pour les deux joueuses que tu as citées, et on peut en citer d'autres. Par exemple, Arike Ogunbowale a déjà été dans des groupes de Team Ouais, USA, mais elle a euh, jamais fait de compète. mais elle a jamais fait de compète, voilà. Mais bon, ça fait partie des joueuses Hmm, hmm. productives, statistiquement en tout cas, en WNBA, qui sont pas dans le groupe. Si on prend pour Breonna Jones, ce serait peut-être quoi, Brittany Griner qui prendrait numériquement Non, je pense qu'il y a une guarde de trop, moi, une dans garde la de trop, sélection. ouais. 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 Parce qu'en fait, tu as deux postes et il y en a cinq. Donc, il y en a une qui jouera pas, ou très peu. On peut peut-être se douter de qui jouera moins. On verra. Ouais. Mais ben, je pense qu'il y a une guarde de trop par rapport à l'intérieur. Ça déséquilibre un peu, mais Hmm. bon, après, ils ont du monde. Hein. Ça change pas grand-chose, Euh, ouais. Sadja Wilson, elle peut jouer 35 minutes de toute façon hein, en poste 5. Donc, Ouais. puis tu peux même jouer plus petit avec Alyssa Thomas. De toute façon, l'équipe, elle est monstrueuse. Y a pas... Mais ça m'a un peu surpris. Je pense qu'Ariel Atkins, elle a peut-être été aussi un petit peu en, en confrontation avec Alia Copper. Hmm. Euh, bon, vu la saison de Copper, mais je suis vraiment surpris parce que Ariel Atkins, elle était importante dans l'équipe parce qu'elle mettait du lien et elle faisait un peu ce qu'entre guillemets, tu sais, toutes les autres stars ne font pas, des fois mettre un peu plus de Ouais, de la défense, défense, quoi. un peu plus de jeu collectif, parce Ouais. que Hmm. bon, bon après elles sont toutes capables de défendre hein, dans l'équipe, il n'y a pas de, je veux dire, pas de Oui. doute. Mais ouais, ça m'a un petit peu surpris parce qu'elle est tout le temps là. Et ouais, Breonna Jones, alors peut-être que c'est le retour de blessure aussi, c'est peut-être Hmm. aussi, elle a peut-être discuté avec la direction de Team USA en disant aussi, bon, je vais me concentrer sur la saison du Sun, je reviens de blessure, voilà, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Euh, donc bon, voilà, mais bon, ouais, ça va rouler sur tout le monde. Hein. Voilà. La présence de Diana Taurasi, bon, c'est pour l'histoire, c'est un passe-droit pour marquer l'histoire, pour une sixième médaille d'or olympique. On sait qu'elle va pas beaucoup jouer. On a vu au TQO, où on était avec Flo, on l'a vu, elle a très très peu joué. Euh,
à la fois, je sais que toi, alors c'est pas que ça te chagrine, mais bon, Ah non, ça me gêne pas qu'elle y soit, mais, ouais. Mais mais je- sportivement, on est d'accord que voilà, sportivement, ça, c'est pas, c'est la seule joueuse vraiment du groupe qui est pas là sur des critères uniquement sportifs. Après Team USA, il y a des équipes qui ne peuvent pas se permettre de faire des invitations comme ça pour l'histoire. Team USA peut le faire et bon bah ce qui est fou c'est que je me rappelle du coup des derniers JO où, non même pas des derniers JO de quand Sue Bird a fait ses adieux et que Diana avait dit see you in Paris, on disait non, elle déconne, elle rigole ou c'est et en fait bah Diana Taurasi sera bien à Paris et va tenter de marquer l'histoire avec une sixième médaille d'or à défaut d'être indiscutable sur le terrain. Au moins elle sera là pour mettre l'ambiance et pour manger du popcorn quand il y aura des altercations sur le terrain, voilà. après, attention quand même, il reste aussi 5 semaines de compétition, hein. C'est vrai que c'est pas la liste définitive Il évidemment. peut y avoir des blessés, hein, malheureusement, mais Voilà. C'est la liste vu la que compétition, Team USA va présenter dans un premier temps et après oui Chelsea Gray n'a pas encore joué cette saison. Euh, il y a ça peut-être c'est intéressant par contre, il peut y avoir des qu'elle blessures, y ouais. soit. Ouais. Parce que si elle y est, elle devrait revenir en fait. On devrait la revoir un peu Mm. plus tôt que prévu, je pense. Bah oui, c'est une bonne nouvelle. Et puis même pour Las Vegas, on en Oui, parlera tout oui. à l'heure. Voilà, son retour et sa présence sont extrêmement importants. Petit mot sur le 3-3 peut-être aussi, avec les États-Unis qui vont aussi être favorites l'équipe américaine sera favorite en 3-3, avec une équipe qui nous plaît bien, Cameron Brink, Hailey Van Lith, Sierra Burdick et petite surprise, Ryan Howard qui vient compléter un trio qui était déjà qui a déjà remporté un paquet Qui est de, champion du de monde. matchs, qui est champion du monde, avec maintenant en plus Ryan Howard qui, on est d'accord, au 3-3 ça va, ses qualités sont plutôt très exportables. Non, non, bah, ça va être un chantier pas possible. J'ai hâte de la voir, moi, parce que c'est vrai que c'est pas une joueuse de base de 3-3. Elle n'a pas fait Mm. de compétition vraiment. Elle avait participé là, à la petite session aux États-Unis là, Ouais. quand ils ont joué l'équipe de France et tout. Mais par contre, ouais, c'est une joueuse incroyable. Elle est grande, elle est physique, c'est une ailière, elle peut tirer, elle peut aller au cercle. Elle m'a impressionné, Bon, moi, elle va- elle était au ouais. rassemblement de Team USA au TQ à Anvers, là. De près, elle est impressionnante physiquement. C'est-à-dire qu'elle est Ah très ouais. fluide, très athlétique. Mécaniquement, c'est beau aussi. Enfin, tu vois, c'est une sacrée joueuse quand même. Et elle est encore jeune, donc c'est. Après, il y a des joueuses comme Kelsey Plum et Jackie Young, qui avaient fait du 3-3 avant d'après de basculer dans Mm. l'équipe première. Je pense que ça peut être aussi une passerelle intéressante pour ces joueuses-là. Pour Cameron Brick, on se doute qu'elle a un avenir avec Team USA. Hailey Van Lith, c'est pas encore en WNBA, mais on lui souhaite aussi un bel avenir chez les pros. Et Ryan Howard, Elle c'est ira. ça. Voilà, En 5, c'est sûr. c'est ça. Et Tira Burdick, c'est pour l'expérience et puis le profil qui est adapté au 3-3. Burdick, qu'on avait vu un peu aussi en LFB il y a quelques temps. Mm. Voilà pour le petit point sur Team USA. On va passer maintenant à la WNBA, au terrain, aux sportifs. Je vais donner le classement comme on fait un peu chaque semaine pour faire un état des lieux de ce qui s'est passé. Toujours Connecticut en tête de la ligue malgré la défaite de dimanche dont on va parler aussi rapidement après. Avec 9 victoires et une défaite, New York deuxième qui talonne maintenant le Sun, 10 victoires, 2 défaites. Les Lynx toujours là sans faire trop de bruit et troisième avec 7 victoires, 3 défaites. Le Seattle Storm continue sa superbe remontée, là aussi on en parlera après, 7 victoires, 3 défaites à la quatrième place. Les Aces, double championne en titre, alors elles ont joué que 8 matchs, mais elles sont cinquième avec 5 victoires et 3 défaites. Là aussi, ça va être un point de notre focus juste après. Atlanta 6e, 5 victoires, 4 défaites. Phoenix 5 victoires, 6 défaites à la 7e place. Chicago 8e, 4 victoires, 6 défaites. Pour l'instant, c'est le top 8. Ce serait virtuellement les équipes qui... on est au quart de la saison là, avec une dizaine Ouais, de matchs, on est c'est au ça. quart de la saison. Ce sont virtuellement les 8 équipes qui seraient en playoff. Derrière, on a Dallas qui a joué 9 matchs, qui a 3 victoires, 6 défaites et qui reste sur 4 défaites consécutives. Bon, on en parlera peut-être aussi un moment des Wings. Le début de saison n'est pas fantastique. On a après les Los Angeles Sparks à la 10e place, 3 victoires, 7 défaites. L'Indiana Fever, 3 victoires, 9 défaites à la 11e place. Et les Washington Mystics, chers à Flo, 0 victoire, 11 défaites. 11 défaites de suite pour les Mystics. Tout se passe comme prévu pour Washington. Et Washington aura aussi le droit à un petit point de notre part dans quelques instants. On parle rapidement du match de dimanche parce que c'était quand même une des affiches de la saison entre Connecticut et New York. C'était un match pour la Commissioner's Cup qui a du coup débouché sur une victoire du Liberty 82-75 et c'est le Liberty qui ira en finale de la Commissioner's Cup pour l'Est.
Qu'est-ce que t'as pensé, retenu de ce match qui marque la première défaite du Sun, mine de rien, donc c'est pas anodin. Et j'ai envie de dire, le Sun, à chaque fois qu'il y a un trophée en jeu, enfin, c'est pas la finale, mais il faut qu'il y ait moyen de se qualifier pour la finale. C'est un peu plus compliqué si on veut être taquin avec nos amis du Sun. Vous savez que j'adore cette équipe, mais voilà. Qu'est-ce que t'as retenu de cette rencontre, Gis? Bah, au moins, elles perdront pas une finale de plus. Non, petite blague à part. Non, c'était un gros match, hein. Cette semaine, on a eu de la chance d'avoir Vegas, Seattle et puis celui-là hier soir. C'était une ambiance playoff. Bon, le Sun montre toujours des difficultés contre New York. Elles en ont eu beaucoup l'année dernière. C'est une équipe qui est l'opposé total de ce Mm. qu'est le Sun. En fait, le New York est une équipe qui attaque beaucoup, qui a besoin de beaucoup de rythme. Et en face, c'est une grosse défense. Après, on en avait parlé un petit peu avec Flo jeudi. On avait fait une petite preview de ce match. On voulait voir qui allait prendre le pas. Bon, New York a remporté le match. Il y a, il y a des petites choses à dire sur le contenu. Connecticut franchement, a pas mis assez de paniers, quoi. Elles ont encore essayé de bien défendre, mais là aujourd'hui, 82 points pris. Voilà, on le voit, cette équipe, elle a besoin de limiter son équipe en dessous de 70, quoi. Parce que l'apport offensif, sinon, il est plus faible. Bon, C'est dur à faire. C'est dur à faire quand en face les joueuses, quand tu as une telle multiplicité de talents offensifs. Brianna Stewart, Jonquel Jones, Ionescu, qui était très bonne. Sabrina d'ailleurs, enfin, décisive en tout cas dans le quatrième carton. Parce que c'était un match bizarre parce que j'ai l'impression que New York a joué sur deux cartons, le premier et le quatrième. comme Qu'entre-temps, un peu souvent dans les matchs. C'est qu'entre-temps très. le Sun a, comme d'hab, au début fait un match de traînard. Il y avait du retard et puis elles ont remonté. Et New York a su accélérer vraiment quand il a fallu, parce que dans l'entame du Money Time, je crois que le Sun était encore devant. Je revois un panier de Dijonais Carrington qui les refait passer devant. Il doit rester 3-4 minutes. Et après, New York a bien fini grâce notamment à Sabrina Ionescu et Betnadja Laini aussi qui a fait des actions importantes. Donc match intéressant, ça reste un match de saison régulière, hein, mais ça donne des pistes. Forcément, je pense aussi que New York n'est pas un adversaire que le Sun aimerait retrouver, même s'il faudra peut-être un moment, mais c'est pas le genre d'équipe. Quand cette équipe est vraiment performe de manière optimale, c'est un peu dur pour le Sun qui a peur de pas grand monde dans cette ligue, hein, mais New York, c'est pas le meilleur match-up. Après, après, on verra parce que de toute façon, si elle se retrouve, ça sera forcément au minimum en demi-finale, vu les Ouais. classements. Je pense pas que ça chutera. Et donc, du coup, c'est sur des séries de 5. Donc, c'est un petit peu différent qu'un match unique. Il y a un bon point quand même pour New York. Je trouve qu'ils ont fait une bonne adaptation défensive. Ils ont laissé prendre des tirs tout le match à Tiasha Harris. Mm. Ils ont vraiment bien défendu la raquette, hein. Il y a Jonquel Jones qui a été assez énorme sur ses oppositions, hein. Quand elle était en défense sur les autres, enfin sur les joueuses de Connecticut, Connecticut a shooté à 1 sur 16 Ah oui. sur Jonquel Jones. Et ils ont laissé beaucoup de tirs ouverts, hein, à Tiasha Harris qui n'a pas mis dedans. Elle a Mm. fait 1 sur 6. Et je pense que le match, il se joue là, en fait. La bascule, elle est là. Ils ont voulu blinder l'intérieur pour défendre Alyssa Thomas, Brianna Jones. Mm. Et puis du coup, bah, ils ont laissé des tirs ouverts et le Sun ne l'a pas mis. C'était un pari gagnant. Moi, je pense que c'est pour une fois, là, le plan tactique de New York m'a plu, quoi. Ouais, bah, ça fait plusieurs fois cette saison où on Mm, voit, on voit des choses un peu tentées, alors que l'année dernière, c'était très figé sur les rotations. mm, Là, on voit des choses et c'est le meilleur espoir de New York pour aller jusqu'au bout. Parce que mm. à un moment, tu vas te manger une équipe possiblement ou probablement de Las Vegas à un moment, qui, elle, est Ou le Sun. sur ce qu'on a vu, ou le Sun, c'est deux équipes qui Ou une sont. autre, peut-être, qu'on va peut-être parler On après. va parler d'une autre. Ça fera une très bonne transition. Et donc, c'est intéressant déjà de voir ces adaptations-là de la part de New York qu'on voyait pas trop la saison Mm. dernière. On va du coup, tu as raison de faire une transition sur les équipes à suivre, les équipes qu'on a appréciées ou pas cette semaine, les joueuses aussi. Il y a un parallèle parce qu'on a choisi deux équipes pour les équipes de la semaine et deux joueuses qui appartiennent à ces équipes. Donc je te propose de commencer par Seattle parce que c'était la transition. C'est l'autre équipe qui fait partie du top 4, qui est sur une série de 6 victoires consécutives, avec des joueuses qui performent plutôt bien aussi. Qu'est-ce qui t'a plu cette semaine sur Seattle? On en a déjà parlé un peu avec Flo la semaine dernière, mais qu'est-ce qui t'a plus plu que récemment? Parce qu'on sait que l'entame a été un peu poussive, mais ouais, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le Storm?
Bah là, moi, je trouve que c'est fort, en fait. Mm. C'est déjà fort. Au début de saison, on se doutait que ça allait vite matcher. Les matchs de pré-saison étaient bons. Après, ils avaient eu du mal à démarrer. Il y a Joey Lloyd qui mettait pas un panier, l'équilibre. Mais on se doutait que cette équipe, avec l'expérience, que ça allait prendre. Et là, c'est vraiment en train de prendre dans le jeu. 6 victoires de suite. Alors, il y a eu des victoires où, avec des équipes plus faibles. C'est pour ça que cette semaine, il y avait un gros test quand même contre Vegas, à Vegas en plus. Et elles ont, Test honnêtement, réussi, ouais, largement elles ont réussi. Ouais. détruit, elles ont détruit Vegas défensivement, cette équipe. Alors, on avait beaucoup parlé de l'attaque parce que c'est vrai qu'il y avait les trois fantastiques, etc. Mais Mm. alors, le match défensif alors des McGregor cette semaine, enfin contre Vegas, c'était incroyable. Mais même la prestation de Joey Lloyd, notamment sur Jackie Young, a été impressionnante. Bah, c'est costaud, c'est expérimenté, ça met, ça joue des possessions intelligentes parce que bah il y a peu de balles perdues, ça fait pas n'importe quoi quoi. Skylar, enfin voilà, Neka, c'est Mm, monstrueux quoi. Attention vraiment à mm. cette équipe. On a beaucoup parlé du Big Three. Moi j'ai plutôt vraiment l'impression que c'est un Big Four en ce moment. Ouais. Euh, le petit point, c'est que il y a peu d'apports d'autres joueuses que les quatre. Mais bon, quand tu as 4 joueuses qui sont capables de mettre des points, de défendre, etc., c'est beaucoup 4, quoi. Tu as du mal à. Même si l'apport du banc est plus faible, bon, même si tu as une joueuse qui est off un peu un soir, tu en as encore 3 derrière, quoi. Donc, non, je trouve cette équipe très très forte et je suis content de les avoir pronostiqués en finale WNBA en début d'année. Ah, c'est vrai tu les avais Mm. annoncés en finale. Moi, je Ouais, m'étais contenté de la saison régulière. Je les avais mises quatrième, je crois. Elles sont pour l'instant quatrième, à égalité avec Minnesota. Mais ça peut tout à fait, elles peuvent tout à fait finir sur le podium. Hein. Il y a Las Vegas qui est un tout petit peu alors, à la traîne parce qu'il y a moins de matchs de jouer aussi pour elle, ouais, mais qui est juste en embuscade derrière. Mais je suis assez d'accord avec Seattle et du coup ça permet de parler d'Ezzy McBegor dont tu voulais aussi nous parler parce que pareil c'est une joueuse dont on voit le développement année après année qui progresse dans tous les secteurs de jeu quasiment tous les ans, qui est euh, qui est impressionnante. Moi c'est mon pronostic pour la Defensive Player of the Year. J'ai mis Ezzy McBegor en début de saison. Je pense qu'elle sera dans la discussion. Je ne sais pas si elle gagnera, mais elle sera dans la discussion. Et là, elle fait partie, elle fait partie des raisons pour lesquelles Seattle est sur une aussi bonne dynamique. On est d'accord. ouais. Moi, je vais lancer le Easy McBegor All-Star cette saison. Donc juste pour vous donner quand même un peu les stats, hein, elle est en 14 points, 9 rebonds, 3 comptes de moyenne. Elle est première au contre, hein, bah, Mm. euh, presque 1,5 interception. Et c'est surtout les pourcentages. Elle est à 50% au tir, 37% à 3 points, 90 au lancer, en provoquant 4 lancers par match. Ça, je trouve qu'il y a une vraie progression aussi dans le jeu offensif. C'est pas très surprenant, hein, on l'a vu à Prague cette année prendre vraiment une part beaucoup plus importante de Mm. l'attaque. Et c'est vraiment le point d'ancrage. Et puis défensivement, bon, si vous avez l'occasion de faire le replay contre Vegas, vous allez voir le travail qu'elle fait sur Eja Wilson. Malgré qu'Eja fait un super match, mais il y a un travail défensif pour limiter une joueuse pareille, c'est vraiment pas simple. Et l'apport offensif en même temps, je trouve qu'elle se trouve super bien avec Neka. C'est hyper complémentaire. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Le Deepoy, à mon avis, elle sera dedans, surtout si Seattle performe en plus, parce qu'ils Mm. chercheront sans doute à leur donner un trophée. Et elle est clairement dans la discussion. Et à mon avis, honnêtement, c'est des stats de All-Star, hein. On verra combien peut-être la WNBA voudra envoyer de joueuses de Seattle, parce qu'il y a quand même, voilà, est-ce qu'ils enverront les quatre ou pas? Attends, Mais ils vont encore nous faire un truc Team USA contre une sélection d'All-Star cette je année ou sais pas? pas, je sais En pas, année je sais pas, on olympique. verra, on verra. Ouais. Elles avaient fait ça la dernière, sur la Ouais. dernière campagne, ouais, en 2021. Faudra regarder, On je me souviens verra. plus. Mm. Mais bon, dans tous les cas, ça n'enlève rien au fait que c'est une joueuse de calibre All-Star. Ouais. J'ai l'impression que tous les ans, elle progresse, de toute façon. Lizzie McBegor, et puis elle est pas vieille, hein, elle a 25 ans? 24, 24, voilà. Donc la marge de 24 encore. progression encore, c'est énorme. On va la voir aux Jeux Olympiques aussi, avec l'Australie, ça peut faire mal aussi. Mais ouais, très gros début de saison d'Ezzy McBegor, on est d'accord là-dessus. On peut enchaîner avec l'autre équipe dont on voulait parler, qui est un peu moins fringante en ce moment et qui on se pose quelques questions à son sujet sans non plus s'alarmer. Mais les Las Vegas Aces, J, ont déjà perdu 3 matchs, c'est-à-dire la moitié de ce qu'elles ont perdu sur l'ensemble de la saison dernière.
Donc elles n'ont joué que 8 matchs, hein, je le répète, 5 victoires, 3 Ouais, défaites. mais bon. Mais bon, pour l'instant, comment dire, ça ne joue pas aussi bien et de manière aussi fluide que l'année dernière, par exemple. Et même Becky Hammon commence à s'agacer de la situation. Je vais te citer ce qu'elle a dit en conférence de presse après la dernière défaite. Alors, je vous fais de la traduction littérale et instantanée, mais en gros, notre approche est nulle, la manière dont on approche les matchs. Euh, on se pointe de manière satisfaite dans les matchs et on croit qu'on va gagner le P censuré de match à chaque fois. Donc elle veut voir ses joueuses plus impliquées, moins sûres d'elles peut-être, moins confiantes sans faire les efforts. Et parfois c'est un peu l'impression qu'on a avec Vegas, c'est que... alors il y a des raisons dans le jeu qu'on va évoquer, mais c'est ce qui est difficile pour enchaîner les titres, et c'est pour ça que, quelle que soit la ligue, chez les gars, chez les filles, c'est très difficile de faire un back-to-back, c'est très difficile de faire un three-peat. Et là, on voit qu'il y a des difficultés à être à 100%, à résister à des équipes qui veulent se payer Vegas aussi, c'est normal, tu veux battre la meilleure équipe. Donc Vegas fait un début un peu poussif, et voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah, on en avait parlé dans les previews, tu sais, peut-être le côté un petit peu ras-le-bol de gagner, quoi, enfin qui peut arriver, quoi, Ouais. et qui des fois use les équipes parce que c'est usant de revenir tout le temps, tous les ans, Mm. etc. Alors je sais pas si on peut aller jusque-là, je pense qu'elles sont aussi énormément impactées par l'absence de Chelsea Gray et qu'on se rend compte énormément que jouer sans vraie meneuse, c'est compliqué, surtout quand en plus, bon, c'est une des tout meilleures meneuses de la ligue. Mm. Euh, Bon, il y a des petites choses à dire. Jackie Young a fait un super début de saison. Là, elle sort 2 derniers matchs un petit peu moins bien. Alors, il y a eu des petites rumeurs, notamment contre le match contre Seattle, qu'elle était malade. Mm. Bon, on va voir. Il y a pas de drame, hein. Mais c'est surtout que, on avait parlé, ça manque un peu de profondeur. Elles ont récupéré Tiffany Hayes, qui a fait un bon premier match, qui a été plus en difficulté le deuxième. Il faut aussi que ça s'intègre. Mm. Moi, je trouve aussi, tu sais, on en a parlé un petit peu en off avant, je trouve que ils alimentent beaucoup trop Eja Wilson. Elle fait la meilleure saison de sa carrière. Elle est inarrêtable, on va le rappeler. Ouais. C'est complètement délirant ce qu'elle fait. Mais je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure façon pour Vegas de gagner. Et c'est pas historiquement comme ça qu'a gagné Vegas sur Ouais. les années avec Becky Hammon. C'est plus pour l'utiliser en bout de chaîne, mais avec aussi du scoring autour. Là, contre Seattle, elle met presque la moitié des points de l'équipe. Ouais, ça c'est fou. Mais ouais. Et bon, voilà quoi. Alors, on peut le voir de deux façons. On peut dire que les autres ont passé en dessous, donc elle a assuré. Mais est-ce que c'est le bon moyen de gagner les matchs? J'ai pas l'impression, moi, Ouais, la personnellement. suite, Mais la suite nous le dira. Mais du coup, c'est l'autre joueuse qu'on avait sélectionnée. Du coup, tu as commencé à en parler. C'est l'autre joueuse qu'on avait sélectionnée pour cette semaine parce que, au niveau statistique, au niveau de l'impact, enfin, c'est voilà, délirant. c'est délirant. Elle est sur une saison où, encore plus que l'année dernière, elle endosse vraiment ce nouveau statut qu'elle a acquis depuis 2 ans, hein, avec les succès des Aces. C'est l'un des, si ce n'est le visage de la ligue, médiatiquement, sportivement. Elle monte en puissance. Si tu as ses stats sous les yeux, ses Ouais. moyennes depuis le début de la saison, je veux bien, parce que elle a l'apport offensif, l'apport défensif. Enfin, c'est vraiment, là, c'est une joueuse qui est dans une. Tu as raison, qui joue le meilleur basket sur le plan individuel de sa carrière. Et alors, même si pour l'instant, sur le début de saison, ça donne pas un début canon pour les Aces, elle est encore une fois clairement dans la discussion pour le MVP. Et individuellement, on l'a sans doute jamais vue aussi forte. Elle est donc en 28 points, 12 rebonds, 2 contre ennemis, 2 interceptions. Il y a très peu de passes. Bon, 2 passes, bon, ça, on sait que c'est pas une C'est grande pas son passeuse, mais ce registre, qui ouais. est, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de balles perdues. Elle est à moins, enfin, elle est presque à 1,5, 1,6. Mm. Les pourcentages sont bons, elle est à 50% au tir. Alors après, on peut effectivement s'interroger sur le 21 tirs par match, ce qui fait énormément, hein, sur 40 minutes de jeu. Ouais. Enfin, elle joue sur 33 minutes, donc elle prend 21 tirs en 33 minutes, sachant qu'elle shoot aussi 8 lancers francs. Donc ça veut dire que voilà, on se rend bien compte de l'aspect qu'elle a beaucoup de ballons, Mm. en tout cas pour finir. Mais c'est monstrueux, 28 points de moyenne par match. Je crois que la meilleure saison all-time au scoring, ça doit être Diana Taurasi, Ouais. et ça doit être 25-5 ou 26, je sais plus. Donc là, elle est en passe de faire la meilleure saison au scoring de l'histoire. Elle est sur des bases Donc extrêmement élevées. Ouais, pour être là, elle est évidemment meilleure scoreuse de la ligue pour le moment. Elle est pas très loin au contre, elle est pas très loin au rebond, parce qu'elle fait quasiment que des doubles-doubles. Là, sa série s'est ouais. interrompue pour un rebond il y a, Mmh, il y a deux mmh. matchs.
Mais bon, voilà, une joueuse incroyable Dominante, quoi. qui elle aussi a une petite, enfin dire, elle entre dans son prime là. Elle a quoi? Elle est dans son prime. Elle a 27 ans. Ouais. Ouais, bon, voilà. Il nous Elle reste va avoir encore. 28. Elle va Ouais, avoir 28 au mois d'août. Ouais. Ouais, non, mais elle est dans son prime, hein. Là, mm, on voit vraiment ouais, la Edja Wilson voilà, bah, au maxi, quoi. mm. Je pense qu'on la verra pas plus forte que ça. Enfin, je sais pas si c'est possible d'ailleurs, mais non, non, elle est à fond, quoi. Et bah, c'est fort, quoi. Ouais. C'est fort. Alors, on attend quand même le retour de Chelsea Gray, peut-être pour un peu plus Ouais. d'équilibre et de variété dans l'équipe, parce que comme tu l'as dit, enfin, je pense comme toi que c'est aussi ce qui a fait la force de Vegas, c'est qu'elles sont pas dépendantes d'une joueuse. C'est pas la preuve, c'est que sur le premier titre, c'est pas A'ja Wilson qui est MVP des finales. Sur l'ensemble des playoffs, elle a été hyper importante, A'ja, hein, mais c'est le Mm. collectif et les joueuses qui individuellement ont réussi à apporter qui a fait que Vegas a été champion 2 années de suite. On passe au coup de cœur. On a pas mal de coups Ouais. de cœur cette Vas-y. semaine, plus que des coups de gueule d'ailleurs, ce qui fait du bien. Gis, tu voulais nous parler, en ce dimanche d'élection européenne, Mm. des joueuses européennes qui jouent plutôt bien depuis le début de la saison. Est-ce que déjà tu peux peut-être un peu nous citer celles qui t'ont plu, dont tu trouves qu'elles sont performantes depuis le début de la saison? Ouais, bah, enfin, j'en ai noté 6. Alors il y en a Mhm. peut-être un petit peu plus. Bah, il y en a forcément d'autres qui jouent pas comme Lou, etc. Donc je vais pas en Ouais. parler parce qu'elle joue très peu, voire pas du tout. Mais ouais, il y a les deux déjà à Minnesota, Cecilia Zordalazini et puis Olivia Epupa, qui apportent des bonnes minutes, qui sont pas du tout étrangères au bon début de Minnesota. Olivia, elle a fait un très bon match contre Dallas. D'ailleurs, elle a éteint totalement Arike Ogunbowale Mm. sur un quatrième carton où le match était serré. Cecilia, bah, on la connaît, je veux dire, c'est pas une surprise, elle met des 3 points, elle apporte un peu de Sacrée joueuse, hein, playmaking. celle-là. Ouais, ouais. Et elle se met bien dans le collectif. Alors, elle n'a pas un énorme temps de jeu, mais sur ton banc, quand tu as des joueuses comme ça expérimentées, bah, c'est cool, quoi. Après, il y a le duo de New York aussi que j'aime bien, bah, Leonie Fibic qui fait un très très bon début de saison, Ouais. qui apporte sa taille, sa longueur, la défense, qui met en plus pour le moment des 3 points, ce qui n'est pas forcément sa grande qualité première. J'allais dire qu'elle Mais apporte là, en attaque. Alors, ouais, son apport ouais, défensif, il était évident d'entrée, et là, elle commence à prendre mm, confiance en attaque aussi. mm. Donc je pense que ben, après oui, il y a ça. Bon, je pense aussi qu'elle profite aussi beaucoup que les défenses s'orientent sur les autres joueuses de New York et donc Mm. du coup elle a des tirs souvent un peu ouverts, mais bon elle les met donc c'est parfait quoi. Bon Ivana Dokic sur la voie un peu moins, moi, j'aimerais bien la voir un petit Mm. peu plus, mais dès qu'elle rentre elle est souvent quand même très intéressante. Bon c'est pareil, hein, c'est des joueuses quand même qui sont voilà qui ont du vécu européen, hein. Et puis, bah, bon, Julie, on en a déjà parlé à Washington. Puis, comme on va parler un petit peu de Washington après, je ne vais pas trop rentrer dans le débat, mais elle fait un super début de saison. Elle s'est tout de suite mise dans l'ambiance de la WNBA. On reconnaît le côté teigne en plus. Enfin, j'adore quoi. Et puis, la très bonne surprise à Dallas, parce que comme tu disais tout à l'heure, Dallas est très morose de début de saison parce que bon, il y a aussi beaucoup les blessures. Mm. Mais Uzun, hein, la Turque qui vient du Fener, qui fait vraiment un début de saison remarquable. Moi, j'étais un peu colère, tu sais, quand Dallas avait coupé Veronica Burton, Ouais. qui d'ailleurs a retrouvé une belle place côté du Sun. Mais là, honnêtement, je peux comprendre pourquoi ils l'ont fait. Parce qu'elle est vraiment à l'impact des deux côtés du terrain et elle est très. Je pense qu'elle doit être top 10 à la passe de la ligue. Elle amène de l'organisation, ça permet aussi d'avoir moins les ballons dans les mains d'Ariquet. Ouais. Honnêtement, Dallas joue pas mal. L'équipe gagne pas parce que voilà, elles ont perdu des éléments importants, mais ça joue mieux que l'année dernière. Proportionnellement, même si elle gagne moins de matchs, ça joue mieux. Ouais. Et elle est pas du tout étrangère à ça, quoi. Donc, ouais, petit coup de cœur pour les européennes. Et puis, comme ça fait un petit tacle à notre chère Fédé française qui pense que on peut pas envoyer des européennes en WNBA. Uzun qui a 20. J'étais en train de regarder parce que je me demandais quel âge elle avait. Elle a que 26 ans en plus, hein. Donc, Hum, vu que ça fait quand même quelques années qu'on la voit, qu'on la voit sur la scène européenne, je me demandais quel âge elle avait. Mais ouais, 26 ans, née en 97. Enfin, elle va avoir 27 ans en novembre. ouais, ouais, mais Ouais. Alors, ce petit éclairage sur les européennes, ça incluait Julie Vanloo. On peut parler de Washington, dont tu voulais nous toucher 2 mots. Washington qui, comme on l'a dit en préambule, est sur 11 défaites de suite, aucune victoire pour le moment. Comme je disais, le plan se passe sans accroc parce qu'on a clairement compris à l'intersaison que le plan plan, Page. voilà, que le plan c'était tout pour tenter d'avoir le first pick et donc possiblement Paige Bakers. Euh,
malgré ça, comme on dit souvent, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, il y a le bon et le mauvais tanking. Et toi, Gis, tu considères que les Mystics font du bon tanking parce que il se passe des choses intéressantes en termes de qualité de jeu, en termes de développement de joueuses. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'incite à vouloir nous parler en bien des Washington Mystics ce dimanche? Alors, c'est sûr que quand on voit le bilan, ça peut paraître étonnant que je dise ça, mais honnêtement, c'est la meilleure, c'est l'équipe qui joue le mieux au basket dans la deuxième partie du tableau de WNBA. Collectivement, Mm. c'est juste une équipe qui est pas assez forte parce que voilà, mais elles sont en train de construire un collectif qui est super. S'il y a des petits gens, enfin des personnes qui veulent regarder un peu euh, techniquement un petit peu ce qu'elle propose. J'ai fait deux, trois threads Twitter cette semaine avec des petites vidéos qui expliquent un petit peu comment elle joue. Et c'est vraiment agréable, c'est un gros coup de cœur. Alors il y a Julie qui s'éclate vachement là-dedans. Euh, Elles ont enfin, sur les trois derniers matchs, mis Alia Edwards titulaire et elle est en train de prendre totalement le contexte de WNBA en compte. Quoi. Elle a fait des super matchs. J'adore l'axe Julie Von Loo, Alia Edwards. Ah ouais, Franchement, ça joue pareil. super bien. Mm. Elle se trouve naturellement. C'est super. Euh, et comme tu disais, là, c'est le bon tanking parce qu'elles ne perdent pas d'année. Elles développent, elles travaillent. Ces filles-là, elles vont apprendre pour l'année prochaine. Et si l'année prochaine, tu mets bon, allez, la joueuse générationnelle en place, et même si tu n'avais pas le first pick, parce que tu auras, peut-être une bonne joueuse l'année prochaine, Mm. bah, tu partiras pas de zéro. Et je suis très agréablement surpris de ce qu'elle propose, notamment quand on sait qu'elle joue la majorité des matchs sans Britney Sykes et Shakira Austin, Mm. qui sont, voilà, bon, pour Britney Sykes qui s'est blessée dès le début, mais Shakira qui n'est pas vraiment revenue de sa blessure à la hanche et qui alterne les jeux pas on-off, etc. Quoi. Donc, non, c'est un gros coup de cœur, le jeu collectif de Washington, malgré bah, effectivement les résultats, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment la bonne décision qu'elles ont prise de ne pas gagner les matchs, mais tout en travaillant très correctement et voire même de façon très très bien. Ouais. Donc, petit big up à Eric Thibault et son staff. Quoi. Je te rejoins sur Alia Edwards aussi qui est. Alors tu nous as prévenu depuis longtemps, déjà même sur la fin de saison universitaire, tu disais bon, Alia Edwards, il faut qu'elle soit prise haute à la draft parce elle a clairement le profil et ce qu'il faut pour s'adapter vite en WNBA. Et tu avais salué le choix des Mystics de la drafter d'ailleurs. Et je suis très content aussi de l'avoir aussi impliquée et aussi performante déjà avec la marge de progression qui est évidente pour chaque rookie, hein, mais c'est effectivement quelque chose de satisfaisant. Tu parlais du fait que les Mystics ne perdaient pas une année. Euh, on va pas non plus être ultra négatif, mais on en a parlé entre nous. C'est vrai que du côté des Sparks, alors c'est pas un coup de gueule, mais c'est une petite déception, une petite frustration. Il y a des choses qui nous intéressent. Forcément, on regarde essentiellement pour Cameron Brink, on va pas se le cacher. C'est une joueuse qu'on suit depuis 4 ans. Donc voir comment elle performe en WNBA, c'est ce qui nous intéresse aussi. Tu me disais que tu étais un peu frustré de ce que tu voyais de la part des Sparks, qui sont donc qui sont dixièmes avec 3 victoires et 7 défaites. Le bilan n'est pas forcément très très important, mais qu'est-ce qui te chagrine un peu du côté des Sparks ces derniers temps? Bah, on en a parlé beaucoup jeudi avec Flo pendant le Twitch, donc vous pourrez réécouter ça si ça vous intéresse en longueur. Mais ouais, c'est là pour le coup, je trouve que c'est le mauvais tanking en fait. Alors, on a compris, c'est clair, elles veulent pas vraiment gagner des matchs, mais là, ça développe pas trop, on comprend pas trop ce qui se passe dans le jeu. Bon, ils utilisent pas beaucoup Cameron, ils font jouer des pick and roll à Canners. Je ne comprends pas pourquoi c'est Canners qui joue des pick and roll. Je suis un peu déçu de ce que propose Kurt Miller. Alors, encore une fois, on ne sait pas exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Peut-être que, comme elles ont gagné des matchs au début de saison, Hmm. peut-être que, vu Indiana qui gagnait pas beaucoup, tu vois, on leur a peut-être dit non, mais doucement, quoi. Tu vois. Donc, ça, on le sait pas, en fait. On connaît pas la direction. Il y a aussi que c'est un métier différent de coacher une équipe Bah, très compétitive comme c'était le cas au Sun et il a participé à la construction de cette équipe. Donc il n'est pas arrivé du jour au lendemain pour coacher des joueuses déjà très très fortes, hein, mais il y avait déjà une équipe en place il y avait quand il déjà une arrive, équipe quand en même. place Mm. et se retrouver à devoir à être sur une approche plus proche du tanking, à développer des joueuses et tout ça, c'est pas quelque chose qu'il a forcément eu à faire avant. Je repense pour ceux qui suivent aussi la NBA, on peut voir avec Détroit cette année. Ouais, j'allais te le dire. Voilà, Mm. Monty Williams qui a coaché pendant des années des équipes compétitives, hein, surtout récemment avec Phoenix, il a joué des finales NBA et tout. Il arrive chez les Pistons avec un groupe très très jeune, clairement pas taillé pour jouer les playoffs,
Les gens attendent une progression et ça a été une catastrophe industrielle totale. Ils ont battu le record du nombre de défaites consécutives sur une saison. Et c'est un métier différent. Enfin, tu vois, je te l'apprends pas, mais selon enfin, quand t'es coach, tu bien peux, sûr. voilà, il y a du développement, il y a une équipe, coacher des joueuses ou des joueurs très très confirmés auxquels t'apprends rien. Alors, c'est aussi peut-être quelque chose que découvre Kurt Miller, qu'on aime beaucoup par ailleurs, hein, qui est un multiple coach de l'année en WNBA, qui a Ouais. son empreinte toujours très défensive sur les équipes. Mais forcément, du coup, ça peut expliquer aussi cette période un peu frustrante. L'équipe en elle-même, de toute façon, elle est construite un peu. Il n'y a pas beaucoup de playmaking. C'est pas l'équipe la plus intéressante à C'est une voir, je équipe trouve. faible. C'est une C'est équipe c'est- faible, voilà. c'est une équipe faible, mais tu vois, ce qu'on disait, Washington n'est pas une équipe forte non plus, Ouais. mais développe du jeu. Et ce qui me gêne en plus sur les Sparks, c'est que je trouve qu'ils n'utilisent pas assez. Alors, plus sur le dernier match, et d'ailleurs, bizarrement, elles ont battu Dallas. Ouais, ouais. Mais quand on donnait 5 tirs à Cameron Brink sur tout un match, je trouve que c'est pas la bonne idée parce que Ça la développe c'est pas. censé, c'est censé être la Mm. tête du projet, en tout cas, et elle a besoin de développement en attaque. Et là, c'est vrai qu'on lui donne moins le ballon. Mm. Alors, elle a eu 11 tirs hein, contre Dallas. Elle a fait son premier double-double d'ailleurs, Ouais. avec encore un contre assez incroyable d'ailleurs, qu'on vous encourage à aller voir. C'est Ouais. Monique Billing, ça l'a pris assez cher. Donc, voilà, j'espère qu'ils vont développer. J'aimerais bien qu'ils travaillent aussi beaucoup avec Rickea Jackson, qui fait plutôt un bon début de saison, en tout cas dans ce qu'elle sait faire. Mm. Donc voilà, c'est juste trouver la hiérarchie et j'aimerais bien qu'elle mette la hiérarchie un petit peu plus sur le développement des jeunes Ouais. plutôt que d'essayer de faire progresser Kianer sur pick and roll, ce qui à mon avis n'est pas la bonne idée, quoi. Mais bon, Dit comme ça, effectivement. Mais oui, oui, bah, on va voir peut-être qu'en cours de saison, il y aura des adaptations sur mm. les temps de jeu, la hiérarchie. On a vu que certaines autres équipes l'ont fait, donc il n'y a pas de raison. Mais pour l'instant, ouais, les Sparks sont dixièmes, comme je le disais, et on va voir s'il y aura cette approche un peu différente pour essayer de récupérer encore un gros pic. Voilà. On verra. Nous, on va quand même suivre parce que Cameron Brink, ça reste toujours assez fascinant de suivre Ah bah son ouais. évolution. On a envie de l'avoir avec plus de tirs, plus d'opportunités. Et pour Ricky Jackson aussi, je veux dire, ça reste quand même une joueuse très talentueuse. Je sais que tu es, toujours un peu interpellé par son nombre de passes décisives. Ouais, je tiens une stat. Ouais. Tiens, il y a un petit compteur, Gis, il a un petit, vous voyez, les petits, je sais plus comment ça s'appelle, les compteurs manuels, là, comme ça. Dès qu'il y a une passe décisive de Ricky Jackson, c'est-à-dire une fois tous les 4, 36 mois. 4 passes en 234 minutes. Voilà, 4 passes décisives. Donc, alors, ce n'est pas sa qualité première, on le sait, il a plein d'autres Hein, ça qualités, c'est sûr. mais c'est aussi un peu symptomatique Ouais, du jeu du collectif. jeu Ouais. Mm. collectif des Sparks. Voilà. Bon, de toute façon, on reviendra sans doute plus tard dans la saison sur les Sparks parce que ça reste un dossier intéressant. Moi, dans les coups de cœur aussi, je voulais parler rapidement. On a parlé de New York tout à l'heure, d'une joueuse que j'adore depuis son explosion sur le devant de la scène. Je sais pas si tu te rappelles, mais déjà il y a 4 ans, avec Flo, on avait une dispute amicale sur qui devait gagner le titre de MIP entre Maïcha Ainzalen et Betnadja Laney. Moi, j'ai toujours été Team Laney. Alors, c'était pour La, des la- raisons la cour- différentes, hein. la courbe de progression n'a pas été la La même dans courbe les de deux sens, progression hein, n'a pas c'est été la clair. même. Depuis ce titre de MIP, depuis cette histoire assez, enfin pas folle, hein, ça arrive en WNBA, mais le fait qu'elle ait été coupée par Indiana, même pas tradée, et qu'elle est arrivée à Atlanta, qu'elle avait fait voilà, ce super passage, et sa progression depuis, c'est une joueuse que j'adore, et je trouve que là, au milieu de cette super team qui est New York, pardon, euh, Des formations des professionnelles. formations professionnelles, on est en plein milieu des finales. Euh, cette super team qu'est New York, je trouve que les gens doivent mesurer un peu plus l'impact, l'importance de Betnadja Laney, qui est à la fois super efficace en attaque, super importante en défense, qui est quasiment je dis leader émotionnel, mais c'est dans l'intensité, dans le combat. C'est toujours elle aussi qui change un peu la dynamique des matchs. Vous regardez le plus-minus à chaque fois, ce qu'elle apporte, donc le score, quand l'écart sur le terrain entre le moment où elle est sur le terrain et le moment où elle n'y est pas, elle est toujours dans les plus hauts scores, dans les plus hauts Mais plus-minus. je crois qu'elle lead la ligue, hein, il me Voilà, semble. tout simplement. Là, sur le dernier, je pensais au dernier parce qu'elle était à plus 14 contre le Sun dans un match qui était finalement assez serré et ça a été elle encore qui avait la meilleure marque sur cette stat. Voilà, c'était juste un big up parce que j'adore cette joueuse et que forcément à New York, les fans, surtout ceux qui découvrent récemment, s'attachent plus logiquement à des joueuses comme Brianna Stewart, Sabrina Ionescu, peut-être même Jonquel Jones, qui est une ancienne MVP. Moi c'est voilà, ma joueuse préférée à New York, c'est Betnadja Laney et ça changera pas de sitôt, je pense. Euh, je voulais aussi, alors ça n'a rien à voir avec le terrain, mais petit coup de cœur aussi pour le travail de Petite KO,
Caroline Blanchet, que les gens qui suivent la NBA connaissent forcément. Si vous suivez la NBA, vous avez forcément vu son travail. Elle fait des illustrations depuis des années sur la NBA et sur la WNBA. Là, en 15 jours, elle nous a sorti une illustration sur les Valkyries, donc la nouvelle franchise qui va arriver à Golden State l'année prochaine, qui était déjà magnifique. Et là, cette semaine, elle a sorti alors ce qui est désormais mon fond d'écran, et je crois pas me tromper en disant que c'est le tien aussi, Ouais, c'est je l'ai changé. Ouais. mon nouveau fond d'écran sur la ligue en elle-même, avec une grande partie des légendes de WNBA depuis la création de la ligue. On voit, il y a Lauren Jackson qui porte l'étendard, les joueuses de toutes les générations qui se ruent vers l'avant. Les couleurs sont magnifiques, le, le mouvement aussi des joueuses. Enfin bref, j'adore, et c'est encore une pépite qu'elle nous a sortie. Donc allez voir son compte Instagram, petite KO, PTITECAO, pour tout ce qu'elle fait sur la NBA, sur la WNBA. C'est quelqu'un de très très doué qu'on aime beaucoup. Et voilà, j'avais envie de lui faire un petit coup de chapeau. Voilà. Il me semble qu'on a tout dit sur ce qu'on voulait dire. Si j'ai oublié quelque chose, Gis, n'hésite pas, parce que le dimanche Non, matin, non. c'est toujours un peu décousu. Non, Euh, non. dans tous les cas, de toute façon, on se retrouve dimanche prochain pour le Swish Brunch. Continuez de suivre la ligue, continuez de suivre les petits résumés qu'on vous fait chaque matin. Il y a Benoît qui est souvent sur le Mm. pont, notre ami suisse qui est à Petit fond. big up à Benoît. Ouais. Voilà, petit big up à Benoît qui travaille d'arrache-pied, qui nous fait les résumés très souvent dans la semaine. J'espère qu'un jour il nous montrera, il nous fera ce qu'il nous. Parce que sur le groupe WhatsApp, il nous envoie des petits vocaux de lui sur le chemin du boulot, un peu essoufflé, en train de nous faire son récap de la nuit. Et on lui a suggéré de faire passer ça en format vidéo, ça pourrait être assez marrant. En attendant, vous pouvez retrouver ces résumés très souvent le matin sur le site. Continuez de nous suivre, on essaie de vous proposer tout ça. Il y aura le Twitch aussi du jeudi, le Twitch traditionnel. Alors pour l'instant, j'ai pas encore pu y participer, mais j'y viendrai forcément dans la saison. Mais vous avez Gis et Flo, entre autres, qui tiennent la baraque magnifiquement. Continuez de nous suivre, on essaie de vous proposer tout ça. On se donne rendez-vous pour le prochain Swish Brunch dimanche prochain. Et en attendant, passez une excellente semaine. Bonne semaine. Ciao.